Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et on va avoir encore une belle commission d'enquête publique. Oui, et quelques dizaines de millions. Oui, 50, parce que je regardais combien avait coûté la commission Charbonneau, qui avait dépassé largement en termes financiers et même en termes de temps le mandat qu'on lui avait d'abord donné. Ça a pris plus de 4 ans, ça a pris 48 millions de dollars. C'est quand même assez coûteux, fait qu'on peut supposer que celle qui s'en vient va nous coûter au moins 50 millions de dollars pour dire quoi, finalement? Parce que si, je pense que la commission Charbonneau, puis c'est pas la plus glorieuse non plus, là. Qu'est-ce qu'on retient de cette commission-là? C'était sur l'ensemble d'une industrie, oui. C'était de la corruption. Sur la façon dont les contrats... On parle de la commission Charbonneau parce qu'il y a des similitudes quand même. C'était sur l'octroi de contrats dans le domaine de la construction, notamment. C'était vraiment pour essayer de voir y avait-il corruption dans le milieu de la construction. D'ailleurs, je regardais, dans les dernières années, les 2-3 dernières années, il y a eu moult articles qui ont quand même pointé du doigt le fait que malgré la commission Charbonneau, aujourd'hui, d'abord, toute l'expertise au ministère des Transports, au ministère parce qu'il y avait aussi octroi de contrats dans plus qu'un ministère. Là. C'était pas juste les contrats c'était les villes, c'était tout. Exactement. Là. Et aujourd'hui, il y en a qui disent, entre guillemets, des langues sales disent que on est revenu à la belle époque. Bon, est-ce que un chum, c'est un chum? Non. Est-ce qu'il y a encore des gens qui se mettent des centaines de dollars dans leur bas? Je suis pas sûre, mais tu sais, il y a eu un certain ménage de fait, là, parce que beaucoup d'entreprises... Dans les villes, rien de comparable. Là. Non, vraiment, rien de comparable, mais il y a des façons de faire. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé... Je sais pas si tu te souviens, cet article dans le Maclean qui disait pourquoi c'est toujours au Québec qu'il y a de la magouille. Ça nous avait fait beaucoup réagir à l'époque. C'était le bonhomme Carnaval qui était en une. La province la plus corrompue du Canada. Voilà, c'est vrai. Et je me suis remis en tête cet article-là, je l'ai relu. Et à la lumière de ce qui se passe au ministère de la Cybersécurité et du Numérique, puis ministère des Transports à nouveau, tu sais, cette commission-là va-t-elle s'arrêter au MCN ou elle va aussi déborder puis aller au ministère des Transports voir comment sont donnés les contrats? Moi, je pense qu'il faut que ça inclue tout ce qui est parti du ministère. Parce que oui, mais le SA, il faudrait pas que ça soit juste SA Click. Parce que SA Click, c'est ce que je disais dans mon article de samedi dans le journal, c'est le maître d'œuvre. C'est la SA, la Société d'assurance automobile du Québec, qui a donné le contrat au ministère de la Cybersécurité. C'est une société d'État, là. C'est comme une business indépendante. C'est elle qui a dit, on va donner au ministère d'Éric Kerr, qui n'est plus là, le mandat de faire ce projet informatique, mais c'est la Société d'assurance automobile du Québec, et je me suis fait confirmer ça par des gens qui y étaient, par des gens qui y sont encore. Écoute, j'ai reçu beaucoup de messages depuis mon article de samedi, de gens qui me disent « Vous avez mis le doigt dessus » parce que je faisais, entre autres, état de sous-ministre. Les ministres passent, mais les sous-ministres restent. Et il y a des liens à faire. Comment ça se fait que tel sous-ministre, je te parlais de Dominique Savoie, entre autres, la semaine dernière. On peut se poser des questions. Madame Savoie, d'ailleurs, qui était sous les libéraux, vertement critiquée par la CAQ, qui se retrouve soudainement, quand François Legault prend le pouvoir, dans les bonnes grâces de François Legault, à tel point qu'elle vient sauver la donne durant la pandémie, on la met à la santé et services sociaux. Elle a quand même ensuite été nommée première fonctionnaire, ça a été la patronne. C'est comme quasiment le bras droit du premier ministre quand t'es rendu elle était le bras droit du ministre de la Santé, Christian Dubé, pendant longtemps. Oui, mais après, elle s'est ramassée patronne de la fonction publique, qui est quand même un poste extrêmement haut dans la hiérarchie gouvernementale. Madame Savoie est celle qui a nommé Pierre Rodrigue comme sous-ministre. C'est comme tout du monde qui suit. C'est comme tout un groupe qui se déplace ensemble. On voit ça dans les entreprises. Visiblement, on voit ça au gouvernement aussi. Donc ça, c'est une chose. Mais au transport, là, la grande question aussi, moi, j'aimerais ça qu'on y réponde. J'espère que la commission va aller là.
c'est le fameux contrat SAP, là, qui n'est pas une société informatique, mais une société qui fait la paye. Là. Puis j'ai des gens de chez Bombardier qui m'ont écrit, là, puis qui m'ont dit « Ouais, nous, on l'a essayé, SAP, là, puis on a eu bien des problèmes au début. » Alors, là, c'est réglé, mais il y a toujours... C'est sûr qu'au début, tu mets un nouveau système. Regarde, on pourrait parler de Phoenix. Phoenix, il y a encore des enjeux, me dit-on. Non, mais l'informatique dans les gouvernements, c'est le bordel. C'est terrible. 19 fois sur 20, là. Sauf que, sous Éric Kerr, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'Éric Kerr, il y avait une véritable volonté de faire rayonner tout le milieu cybersécurité québécois où, me dit-on, il y a vraiment des bons geeks. Ça a l'air qu'on a vraiment ici une bonne industrie, on a des gens capables, puis sincèrement... Le gouvernement, il ne paye pas. Et ben, il y en a qui sont allés de l'industrie privée et qui sont allés, qui se sont dit, écoute, oui, allons-y, on va y aller, là, même si on n'est pas payé ce qu'on est payé dans l'industrie privée, parce qu'on a une véritable opportunité ici de faire changer les choses, puis d'enligner le bateau, de le mettre sur la bonne voie et non pas qu'il coule comme ce qui est en train de se faire. Alors, mais ils ont tous été soit tassés, soit dès que tu poses une question au gouvernement, parce qu'il y a justement des gens qui sont là depuis longtemps qui veulent pas que ça change. Moi, c'est ce bout-là que j'ai de la misère à comprendre. C'est les gens qui sont là, puis tu as dû en croiser dans ta carrière politique, non, mais c'est partout, Mario, dans tous les milieux. T'as raison. Les gens qui sont en place, qui ont une habitude, une façon de faire, et dès qu'il y en vont a résister au changement. C'est naturel. Mais à ce point-là, au point de nuire... Mais je reviens à la question initiale. Est-ce qu'une... Écoute, je me garde une pointe d'optimisme que cette commission d'enquête permette minimalement... moi, je pense qu'elle va arriver à quelque chose, par exemple. Ah oui? Je pense que oui. Moi, je pense qu'on va gaspiller des dizaines de millions pour savoir... On va avoir quand même quelques... Moi, je pense pas que ça donne absolument rien. Ça va donner quelque chose. Tu sais, je dis en fin de semaine, ça va en faire de la documentation à brasser, ça va faire beaucoup de questions à poser, mais on va finir par apprendre quelques qu'on sait infos. Déjà, là, qu'il y a des dépassements de coûts, que... Oui, comme il y en a toujours vu dans tous les projets informatiques. Soit dit en passant, les commissions d'enquête, tu l'as dit, tu viens de le dire, de la commission Charbonneau, les commissions d'enquête elles-mêmes, 19 fois sur 20, ont des dépassements de délai et des dépassements de coûts, comme les projets qu'elles enquêtent. Mais complètement. Alors, il y a comme une absurdité là-dedans. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit examen de conscience. Tu sais, je reviens à l'article du McLean, on a beau dire que c'était du Québec bashing. C'est vrai que quand tu les alignes depuis les 30 dernières années, on a gaspillé du cash dans des mauvais projets mal gérés, là, tu sais. Ouais. Sincèrement. Mais à mon avis, le même scandale dans une autre province, on fait jamais une commission d'enquête pour ça. Il y a aussi qu'au Québec, on fait énormément de parage avec nos problèmes. Et là, on va faire... Moi, si tu me demandes est-ce que j'en aurais fait une, non. Parce que moi, je pense que l'UPAC, l'unité anticorruption, avait tous les... l'UPAC va faire... l'UPAC ne peut plus vraiment... Oui, en parallèle. Il y en a quand même 3, plus l'enquête publique lancée par François Legault. Là, ça va faire 4. Mais l'UPAC aurait pu tout à fait enquêter sur les agissements qui ont amené à cette dépense. C'est quand même $1 milliard. C'est mon impression. Hey, rapidement, on a M. Trump, M. Vance, Zelensky. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène vendredi après-midi? Écoute, je la regardais. J'étais en préparation pour ma chronique à LCN, puis on regardait ça en direct avec les collègues, puis on s'arrachait les cheveux. On a rarement vu pareil affront de la part d'un représentant d'un pays. L'ambassadrice ukrainienne à Washington aussi s'arrachait les cheveux, mais littéralement, on l'a vu, il y a une photo d'elle, là, la tête entre les deux mains, elle peut pas croire ce qu'elle voit. Là. Et moi, J.D. Vance, écoute, c'est épidermique. Il ouvre la bouche, j'ai le goût de vomir. Tu comprends? Je trouve que c'est un sombre personnage qui ne fait vraiment pas œuvre utile dans le paysage politique américain, comme s'il fallait en rajouter. C'est vraiment l'espèce de... C'est le petit clin à Trump, tu comprends, qui va... Et puis ça, il va... brillant que Trump. Bon, je ne sais pas si on parle de brillant dans son cas. Plus intelligent, plus rusé. À mon avis, il est plus réfléchi. Trump, c'est un gros instinctif qui dit toutes sortes d'affaires, qui fait un show... Un show, mais il arrive à ses fins pareilles, tu sais, sincèrement. Alors, mais rusé, J.D. Vance, sans doute, mais brillant, moi, je trouve pas que ce sont des gens brillants. Je trouve que ce sont des arrivistes, les deux. Ce sont des êtres opportunistes, arrivistes, qui ne pensent qu'à leur poche au détriment de toute humanité. Je les mets pas dans la catégorie des bons humains, tu vois, à fréquenter. Puis là, on l'a vu. Moi, j'ai trouvé que c'était de l'intimidation. Est-ce que ils ont intimidé, ils n'ont pas intimidé? Moi, je trouve que c'est 2 intimidateurs. Tu les mets dans une cour d'école, là, c'est 2 sur 1. Là.
Fait que oui, est-ce que Zelensky est ressorti perdant de ça? Je pense qu'il a tenu tête. Il a bien fait de tenir tête, même si, sincèrement, quand t'es rendu là, quand t'es rendu au point là, où tu vas t'abaisser à dire, bon, mais qu'est-ce que c'est ça? Pour avoir une paix, un semblant de paix, je suis rendu au bureau ovale. Ben, là, c'est plus trop le moment de faire des leçons d'histoire ou de corriger tes intimidateurs sur des détails historiques qui sont majeurs et importants. Tu le feras après, mais parce que là, on a perdu du temps. Là. Puis pendant ce temps-là, sur le terrain, les Ukrainiens continuent de subir les affronts russes. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a un livre qui est sorti en France récemment qui dit que Trump, c'est l'homme de Poutine. C'est sûr que Poutine regarde ça, lui, puis il est mort de rire. Tellement. Moi, ce qui me rassure toutefois, puis on pourrait parler largement, puis on aura l'occasion d'y revenir, là, mais les alliés européens se réveillent. L'Angleterre, le Royaume-Uni vient de voter pour 4 milliards d'aides à l'Ukraine. Ça, il doit moins rire, Poutine. Non, Trump a fait ça. Là. Il a réveillé l'Europe, solidarisé et réveillé l'Europe. Merci Isabelle. Bonne émission.